Je me présente donc, Liliane Favarger, j'habite avec mon mari le dernier petit village vaudois avant Genève. Nous avons ensemble trois grands, des adultes. Je ne sais pas si Rebecca peut mettre la photo de famille. Vous êtes curieuse comme moi j'aime toujours voir la famille des gens. À quoi ressemblent leurs enfants? Voilà, donc nous sommes trois grands enfants, je ne vous dis pas lesquels, à vous de voir, mais deux déjà mariés et on est depuis 4 mois grands-parents, donc très très heureuse. Voilà, merci Rebecca. Alors, je travaille à 60% pour une organisation chrétienne qui s'appelle Campus pour Christ. On est basé à Lausanne et je travaille dans l'événementiel féminin. Donc, on fait plusieurs choses, dont les cours aussi en ligne. Et pour ce cours ce soir, si ça vous a intéressé, vous voulez creuser davantage le sujet, il existe ce cours sur le contrôle. On l'a conçu en petits clips, 8 vidéos avec 8 chapitres dans un joli petit cahier, tout joli, que vous pouvez faire dans un groupe de maison, comme ça, voilà. Donc, c'est ce que je fais à 60% de mon temps. Et voilà, le contrôle, nos merci. Alors déjà, bravo pour vous qui êtes là, parce que quelque part, vous admettez que ce sujet vous intéresse. C'est peut-être pour les autres, pas pour vous-même, hein? Alors, je ne sais pas où vous vous situez. Est-ce que vous êtes, comme moi, une grande contrôleuse? Ou bien vous pratiquez de temps en temps, hein? Ou est-ce que peut-être vous vivez avec quelqu'un qui contrôle? Ça, c'est douloureux, hein, quand on vit avec quelqu'un qui nous essaye de nous contrôler. Ou bien vous avez dans votre vie eu un vécu avec un patron contrôlant ou peut-être un ou deux parents, hein, l'un ou l'autre. Voilà, j'espère, mes objectifs pour ce soir, c'est que nous puissions toutes être un peu plus éclaircies sur qu'est-ce que c'est, les mécanismes là derrière ce mécanisme du contrôle. Et je souhaite vraiment pour chacune de nous plus de liberté ce soir. Que chacune puisse trouver des pistes de sortie et vraiment, ouais, de l'espérance. Parce qu'on a besoin de l'espérance pour nos vies. Voilà. Moi, je vais peut-être juste prier pour nous. Seigneur, oui, tu es le Dieu de l'espérance. Et c'est un cadeau de te connaître. Tu connais chaque femme ce soir ici. Tu connais la réalité de sa vie. Tu vois, Seigneur, nos vies, c'est souvent très complexe, étriqué. Seigneur, toi qui connais nos réalités, ma prière pour chaque femme ce soir, c'est que chacune puisse repartir ce soir avec de l'espérance pour sa vie. Parce que tu es là et tu crois vraiment en nous et tu as des belles choses pour chacune. Merci pour ça, Seigneur. Amen. Comment définir le contrôle ou comment définir une personne qui contrôle? Chacune de nous a reçu un appel d'avoir une influence constructive dans sa vie. Chacune. On est appelé à avoir une influence. Êtes-vous conscient de l'influence que vous avez dans votre entourage? Que vous changez quelque chose, hein? Chaque rencontre avec une autre personne, vous laissez un impact. Et idéalement, nous sommes destinés d'avoir une influence constructive dans notre entourage. Et le contrôle va venir en fait pervertir. C'est une forme de perversion de quelque chose qui aurait dû être bien à la base. C'est là où je veux commencer à maîtriser les pensées ou les émotions des gens autour de moi. J'ai envie de maîtriser des gens, j'ai envie de contrôler les situations. Les leviers que j'utilise pour contrôler peuvent être nombreuses, la culpabilité, la honte, plus ou moins subtil, hein? La plupart du temps, les gens, si on est une très bonne contrôleuse comme moi, en fait, l'entourage n'est même pas tellement au courant qu'elle est en train de faire se contrôler. Donc, on devient assez subtil avec les années qui passent. Mais en fait, ce qui se cache derrière ce mécanisme, c'est vraiment la peur et les mensonges que je crois. Et en fait,
au départ, ça part peut-être d'une bonne intention. On a envie de réussir nos vies, n'est-ce pas? On a envie d'avoir du succès. On a envie de réussir. On a envie que tout aille bien. Mais en fait, d'utiliser ce moyen du contrôle est vraiment pas la bonne façon. Ce qu'on peut dire, peut-être une bonne façon de le dire, c'est qu'en fait, c'est l'autorité que j'ai qui est coupée de l'amour que je devrais avoir. Alors, où est-ce que ça vient tout ça? On n'est pas contrôlante quand on voit un petit bébé. Hein? Demain, je commence à garder notre petit-fils. On est confiant, chacune de nous. Et en fait, il y a quelque chose la machine se bloque à un moment donné parce que il y a des adultes de référence, des personnes qui auraient peut-être dû prendre bien soin de nous, qui ont failli. Ils l'ont sûrement pas fait exprès, mais failli à leur devoir et on a manqué des choses essentielles pour survivre, pour vivre. Et certaines de nous, peut-être c'est depuis très très tôt qu'on commence à contrôler. Parce qu'en fait, le contrôle, c'est une sorte de volonté de plus souffrir. C'est un mécanisme de défense. On met en place, on se barricade, on se blinde, on commence à apprendre à tirer des ficelles pour plus souffrir. Donc, à la base, c'est vraiment, peut-être même, on peut dire, pendant un certain temps, c'est même peut-être bien qu'on arrive à survivre peut-être à certaines choses difficiles qu'on est appelé à vivre. Mais en fait, avec les années qui passent et la vie qui continue, si on reste dans un mécanisme de contrôle, on s'enferme. Et quels sont les effets? Quels sont ces effets qui vont vraiment nous péjorer? Alors, c'est un peu nos relations avec les autres, mais aussi nos relations avec soi-même. Donc, nos relations avec les autres vont être des relations étriquées, coupées. Il va y avoir de l'immaturité. Si je contrôle mes enfants à l'excès, je ne leur permettrai pas de mûrir, de devenir des adultes à leur tour. D'ailleurs, le fait de contrôler, c'est une façon immature de faire face à la vie. Hein. C'est moi-même qui reste dans une sorte d'attitude d'immaturité. Et en fait, l'effet pour soi-même, c'est l'épuisement. C'est fatigant de contrôler. D'ailleurs, je ne suis même pas si sûre si on arrive vraiment. On croit pouvoir contrôler, mais est-ce que vraiment on arrive à gérer les événements, à gérer son agenda, à vraiment contrôler les autres? On essaye le mieux qu'on peut, mais finalement, c'est épuisant et c'est même pas si sûr qu'on réussit vraiment. Heureusement d'ailleurs, pour les autres et même pour nous. Hein. On s'isole de plus en plus et on est coupé aussi de sa véritable contribution. Quand je contrôle, je suis dans un dysfonctionnement qui me prive de pouvoir fonctionner vraiment comme il faut, d'agir de manière mûre et aimante. Donc, ça me coupe de ma véritable appel, même comme je disais au début, cette influence constructive que j'ai. Voilà. Je vais peut-être venir sur quels sont ces mensonges que je crois. Parce qu'il y a là vraiment quelque chose de fondamental. Quand je contrôle, je crois des mensonges. Je crois des mensonges à propos de moi, je crois des mensonges à propos de la vie. Je vais en citer 4, mais il y en a sûrement plein d'autres. Je crois que je dois me protéger pour plus souffrir. En fait, comme je disais, contrôle, c'est un mécanisme de défense, de protection. Donc, en contrôlant, j'essaye de me convaincre qu'en continuant comme ça, je vais me protéger pour plus souffrir. Un autre mensonge, c'est que je dois être parfaite pour être aimée. Donc, je ne suis pas aimée, hein? Je me crois pas aimée telle que je suis et je dois être parfaite. Donc, je mets en place une sorte où j'essaye de mettre en place une forme de perfectionnisme pour être aimée, pour être acceptée.
Je suis convaincue que je suis toute seule à agir, à avoir toute la responsabilité, que c'est à moi que ça relève, c'est à moi de faire. Je vois de moins en moins, ou peut-être pas, que toute la contribution qu'ont les autres. Donc, je m'isole vraiment. Une quatrième mensonge que je dirais que je n'arriverai pas, si je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur. Donc, je suis pas suffisante. Vraiment, je manque. Il me manque des choses essentielles d'être à la hauteur de la tâche. On peut peut-être rajouter quelques peurs. J'ai la peur de regard des autres. J'ai peut-être la honte. J'ai peur d'être de nouveau abandonnée. Peur de nouveau de souffrir, de ne pas être aimée. Donc tout ça, c'est des motivations, hein? C'est un peu le moteur qui contribue à ce que je garde en place ce mécanisme de contrôle. C'est très intéressant également. Je peux peut-être vous donner une petite historique, peut-être une petite, ouais, un peu par où je suis passée. Moi, j'avais des parents hyper actifs, deux missionnaires un peu tête brûlée. Ils sont partis à l'autre bout du monde avec nous, moi et mes trois frères, des trois plus jeunes frères, et très aventurieux. Et moi, j'ai découvert ces dernières années que je suis hautement sensible. Et donc, j'aurais dû avoir beaucoup plus de protection, en fait. Mes parents ne le savaient pas. Ils étaient tellement aventurieux, ils avaient peur de rien, donc ils sont partis. Et en fait, de toute petite, j'avais vraiment... Mes parents ne savaient pas que j'avais besoin de protection et d'être rassurée, d'être consolée, d'être entourée. Donc, c'est pas par mauvaise intention, hein, c'est que peut-être eux-mêmes l'avaient pas reçu, ou ils savaient même pas, ou ils avaient tellement de projets, ils filaient vraiment. Et moi, j'ai vraiment manqué de beaucoup de sécurité. Aussi de juste de affirmation, un peu peut-être dans ces générations-là, hein. J'ai 52 ans. Aujourd'hui, les jeunes mamans, je les admire beaucoup parce qu'elles ont beaucoup de ressources de psychologie aujourd'hui que moi, à mon époque, je n'avais pas, et mes parents encore moins. Donc, je crois que je regarde avec beaucoup de bonheur comme, ouais, il y a beaucoup de belles choses qui se passent maintenant. Les plus jeunes mamans ont des belles ressources aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un peu mon histoire. Ce qui est vraiment chouette aujourd'hui, c'est que mes parents, c'est des personnes que j'aime profondément et qui ont vraiment une foi très vivante. C'est des, donc, c'était des missionnaires, et les personnes qui m'ont plus demandé pardon dans ma vie, c'est mes parents, en fait. Ils sont revenus ces dernières années très souvent me demander pardon, de dire on ne savait pas, on ne réalisait pas, aujourd'hui on ne fera pas la même chose. Donc moi, à mon tour, moi j'étais aussi une mère qui a un peu bogué. Franchement, j'ai réalisé un peu tard que j'avais souffert de plein de choses, et j'ai répété beaucoup de ces choses à mes propres enfants. Donc en fait, j'ai beaucoup contrôlé mes propres enfants, mon mari aussi, par tous ces mécanismes que je viens de vous expliquer. Mais mes parents ont beaucoup demandé pardon, m'ont demandé pardon, et ça m'a permis, j'ai une grande chance, hein, je ne connais pas beaucoup d'autres personnes de mon âge qui ont eu cette grande chance-là d'avoir des parents qui nous demandent pardon, qui me demandent pardon, et c'est un cadeau. Et donc, ça m'a vraiment aidé de faire tout un chemin de guérison. Mais ça fait que depuis toute petite, je dirais, j'ai jamais été insouciante de ma vie. J'ai aucun souvenir d'avoir été un enfant insouciante. J'ai toujours été hyper stressée, hyper vigilante. Toujours, je devais m'occuper de mes trois petits frères. J'avais l'impression que je devais m'occuper de tout le monde, en fait, même mes parents, en fait. J'étais très sensible à leurs humeurs. Donc, à la fois, je m'occupais de mes parents, mes frères. Et ça s'est répercuté plus tard, vraiment, aussi mon mari. C'est un homme très doux, très, ouais, très généreux, et je suis un peu dominante comme ça, un peu rentre dedans, et j'ai beaucoup, ouais, imposé ma volonté dans mon couple. Et aussi après pour les enfants aussi, j'ai vraiment, il y avait vraiment pas le choix, hein. Chez moi, les enfants obéissaient, un point, c'est tout. Ils savaient même pas si c'était pas possible d'obéir. Donc, j'étais une mère très contrôlante, et ouais, Dieu a fait tout un grand chemin de guérison dans ma vie. Peut-être j'en parlerai un peu plus tard, mais
il y a peut-être seulement 5 ans hein, que je réalise que je contrôle. Et donc, je dirais pas qu'aujourd'hui, je suis sortie d'affaires, non. D'ailleurs, mais par contre, mon mari, de temps en temps, puisque je lui ai avoué, il le savait depuis longtemps, il n'a peut-être pas mis ses mots là-dessus, mais maintenant, c'est assez joli parce que quand je retombe, je rechute dans le contrôle, il me dit, chérie, ça ne sera pas le contrôle, ça. Donc, assez gentiment, il me dit, on n'est pas dans le contrôle là, chérie. Et voilà, donc là, j'ai un peu de place pour me reprendre. Voilà, mais c'est pas si facile. Hein, quand pendant des années, des années, des années, on a fonctionné d'une certaine manière, de revenir en arrière et de dire, ou en fait, de changer de mécanisme, c'est pas facile du tout. Donc voilà, je suis pas avec vous comme la grande spécialiste qui ne contrôle plus, mais je crois que je suis de plus en plus apte à réaliser, ah tiens Liliane, tiens, voilà, tu es à fond dedans maintenant. Là, tu essayes à fond de contrôler. Donc voilà, c'est peut-être la petite lumière, tu sais, la petite sonnerie qui commence dans ma tête, peut-être plus tôt qu'avant. Voilà. Mais je crois quand même que je peux vous donner quelques pistes qui m'ont aidé et j'espère pour vous, ça sera une aide aussi. Je vais peut-être demander à Rebecca, si tu peux mettre le triangle de Cartman, c'est assez intéressant. Peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce triangle, mais un monsieur Cartman, je crois que c'est un monsieur, c'est pas une madame, qui a mis en place ce triangle où il disait qu'on pouvait être dans 3 rôles. Et je vous invite, si vous avez en ce moment une sorte de relation conflictuelle ou compliquée avec quelqu'un, de vous poser la question où est-ce que vous en êtes là, qui occupe quelle place. C'est très intéressant de savoir. Et en étant un contrôlant, une personne contrôlante, on peut aussi bouger dans les 3. On n'est pas forcément bloqué dans un de ces rôles. Je vous explique peut-être une journée type il y a quelques années. Mes enfants sont plus grands maintenant, mais il y a quelques années, voilà, les enfants partent à l'école, hein, bam, bam, bam. Tout d'un coup, téléphone paniqué de mon fils qui dit « Maman, j'ai oublié mon sac de gym ». Et voilà, je laisse tout tomber parce que ce fils, justement, il a déjà des mauvaises notes. J'ai envie qu'il réussisse sa vie, n'est-ce pas? Donc, moi, je laisse tomber toutes les choses importantes que j'avais prévues et je prends son sac et je file à toute allure lui amener ce sac. Donc, là, vous pouvez imaginer hein, qui est dans quel rôle là. Pauvre chouchou, hein? Il y peut rien du tout. C'est pas de sa faute qu'il a oublié son sac. Hein? Ça, c'est vraiment tête en l'air, c'est pas de sa faute. Donc, mon fils, bien dans le rôle de victime, moi, la sauveuse, hein, je pars à toute allure le sauver. Et en fin de journée, il rentre et je trouve que franchement, là, il pourrait être, il me saluer de manière un peu plus chaleureuse parce que, n'est-ce pas, je me suis donné de la peine pour lui. Eh ben non, il arrive comme ça, il a tout oublié, il débarque, en plus il ronchonne parce que ci et ça, et que tout d'un coup, je me trouve moi, en fait, dans le rôle de la victime. Pauvre, hein? Franchement, on ne me remercie même pas pour toute la peine que je me suis donnée, pour tous les sacrifices que je fais. D'ailleurs, je t'ai fait la lessive que tu m'as demandé, ou voilà, toute une longue liste. Maintenant, alors lui, c'est maintenant le bourreau quelque part, hein, parce qu'il est, je trouve qu'il est malhonnête. Il aurait très bien pu être un peu plus reconnaissant, n'est-ce pas? Donc, voilà. Hein? Après, bon, peut-être je ronchonne un peu, il commence à se rendre compte de la situation et il part à la cuisine faire la vaisselle. Mais moi, alors, pour me venger, je vais bien lui faire comprendre qu'il n'a pas fait comme il fallait, hein, qu'il aurait très bien pu essorer l'éponge ou bien mieux nettoyer ci et ça. Donc maintenant, de nouveau, je suis dans la persécuteuse. Donc vous voyez, en fait, je suis un peu passée de la sauveuse du matin en fin de journée la victime et maintenant, hop, je suis partie en persécuteur, persécutrice. Et c'est assez intéressant de voir à quel point ce genre de rôle ou comment on tourne peut être aussi une forme de contrôle, hein, où on essaye de garder une maîtrise sur la situation. Je ne sais pas si vous retrouvez dans l'un ou l'autre, est-ce que vous restez coincé dans un de ces rôles ou bien est-ce que ça bouge chez vous? En tout cas, moi, je tourne assez régulièrement dans ce trio-là.
On ne va pas faire beaucoup plus long là. Merci Rebecca pour ce... Voilà. Parce que j'ai envie maintenant qu'on commence à trouver quelques pistes de sortie. Hein? On survole, hein? Vous avez réalisé, on survole vraiment ce sujet. Mais comment sortir de ces mécanismes? Donc, une première chose, c'est peut-être déjà venir à une soirée sur le contrôle. Hein? Vous avez déjà fait le premier pas, vous êtes là, vous dites oui, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre. Il y a un truc qui bug, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, et peut-être l'admettre, déjà de dire oui, je reconnais, ça m'arrive de vouloir contrôler. Et c'est pas génial. C'est pas génial, je suis pas là où je pourrais être. Il y a mieux pour moi. Donc déjà une forme de d'acceptation d'un état de fait, voilà. Et peut-être une deuxième chose, ça sera de dire ça vient d'où ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fonctionne comme ça? Hein? D'aller chercher ces mécanismes. Et des fois, ça nous prend du temps de comprendre. Pourquoi je bug comme ça dans une situation et pourquoi je mets en place une sorte de mécanisme comme ça de contrôle où je veux juste contrôler mon entourage, les personnes autour de moi. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont peut-être des mensonges que je crois? Quelles sont des peurs que j'ai? Peut-être quels sont mes véritables besoins? De quoi est-ce que j'aurais vraiment besoin? Ça, c'est pas dans le show de l'action, hein? Ça, c'est après coup. Hein, on est d'accord, hein? Dans le show de l'action, tout d'un coup, on bug, on dysfonctionne et on se lâche et voilà, ça part en cacahuète. Mais après coup, c'est toujours bien de prendre un moment de dire, attends voir, qu'est-ce qui vient de se passer là? Et peut-être avec l'aide d'un ami, ou peut-être même si vous avez recours si ça, avec à de l'aide professionnelle, de dire si vous vraiment vous sentez, vous êtes coincé dans quelque chose, à un moment donné, d'avoir de l'aide, de dire, ouais, chaque fois, je tourne en boucle dans un peu le même fonctionnement. Quels sont mes besoins? À un moment donné, peut-être, si on réalise qu'il y a eu vraiment des choses ouais, qui ont vraiment blessé, qui m'ont blessé, c'est la raison pour laquelle je pars dans ces mécanismes de défense. À un moment donné, le pardon arrive. Et j'aime pas trop vite dire ce mot parce que dans nos milieux évangéliques, très souvent, on accorde très vite le pardon. Et peut-être trop vite parce qu'on veut bien faire, on veut... Et hop, un coup de pardon et bam, une prière ou un accord, quelque chose. Et il est des fois important de prendre son temps avec le pardon, surtout si c'est des choses graves qui sont passées dans la prime enfance, en fait. Ça prend du temps. Peut-être même de faire la liste de qu'est-ce que j'ai perdu à cause de cette blessure. Qu'est-ce qui a vraiment dysfonctionné dans ma famille? Pourquoi j'en suis arrivée là? De lister les pertes. Des fois, quand on a la longue liste de pertes, qu'est-ce que j'ai perdu à cause de cette situation? C'est peut-être plus facile de dire, OK, maintenant je sais vraiment ce que j'ai à pardonner ou à qui, parce qu'il y a cette longue, longue liste de pertes. Moi, j'aime dire, c'est le pardon, c'est un chemin parce qu'il faut peut-être revenir régulièrement. Hein, de pardonner, de revenir. D'ailleurs, même Jésus dit, hein, 70 fois 7, on revient régulièrement pardonner. Et à un moment donné, pour vraiment s'en sortir, il faut demander pardon. À un moment donné, j'ai vraiment dû faire la tournée dans ma famille, hein, mettre des petites lettres sur les oreillers de mes enfants, ou peut-être dire, je contrôle, j'ai vraiment essayé pendant des années de vous contrôler. Et je suis désolée, c'était pas juste, c'était pas la bonne façon. Je t'ai pas aidé. Je t'ai gardé dans une sorte dans un rôle dysfonctionnel et je suis désolée pour ça. Est-ce que tu seras d'accord de me pardonner? Apprendre à avoir confiance. Après, il y a tout un chemin de admettre que je peux faire confiance aux autres. Que mon fils, s'il fait la cuisine autrement, ou il range la cuisine autrement que j'ai bien eu envie,
eh ben, que c'est peut-être bien aussi. Si mon mari fait les courses autrement que moi, c'est peut-être bien aussi, hein. D'ailleurs, ça serait intéressant que, Rebecca, tu nous fais une liste parce qu'on a une fois, peut-être dans les couples, c'est peut-être plus facile de savoir dans quel domaine il y a des domaines où des fois on contrôle plus que d'autres. Peut-être tu mets celui avec domaine de contrôle. Dans mon couple, j'ai un peu fait la liste. Tu vois laquelle c'est, Rebecca? Ouais. Il y a des domaines, je ne contrôle pas dans tout en fait. Il y a des domaines où on est plus ou moins, hein, on se dit, bon d'accord, c'est une sorte d'accord tacite. La gestion, notre agenda, qui est un peu responsable dans la maison de l'agenda? Hein, il y en a l'un ou l'autre. Est-ce que c'est contrôlant ou est-ce qu'on est vraiment libre de faire des propositions? Dans les finances, qui tient la bourse, hein, dans nos ménages? Est-ce que là aussi, on peut en discuter librement, chacun donne son avis, ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle, hein, qui garde un peu la mainmise sur ce domaine-là? Le rangement, la propreté, qui décide qu'est-ce qui est propre et qui n'est pas propre, hein? Qui a le droit de dire cette salle de bain n'est pas encore assez propre, il faut qu'elle soit mieux nettoyée? Bah, est-ce que c'est démocratique ou c'est quelqu'un qui décide d'avance parce qu'elle est la spécialité, elle est la spécialiste elle exige que tant que c'est pas dans cet état-là, c'est pas propre. Qui décide ça? Moi, c'est un forme de contrôle, hein, j'aimerais dire. Les repas, qu'est-ce qu'on mange? Ou bien là, je sautais les loisirs, les vacances. Est-ce que là aussi, est-ce qu'il y a possibilité de parlementer ou bien quelqu'un exige? C'est un point, c'est comme ça, un point, c'est tout. Les repas, la nourriture, qu'est-ce qu'on mange? Hein? L'éducation des enfants, c'est souvent hein, une source de crise dans nos couples, une source c'est pas facile hein, de dire qui décide quoi, quoi est-ce qu'on permet à l'enfant ou pas. L'ambiance émotionnelle chez soi, je ne sais pas pour vous, mais chez nous, c'est très clairement moi qui décide l'ambiance de la maison. Quand je suis de mauvaise humeur, bah, tout le monde se tait comme ça. Et quand je suis de bonne humeur, tout le monde, tu sens une sorte de soupir de soulagement. Ouh, maman est de bonne humeur, on peut respirer de nouveau. Qui décide l'ambiance chez vous? Le contact avec à l'extérieur, les invitations, hein, les allers, le retour, les visites. J'ai rajouté, ça c'est peut-être pas forcément là, mais le perfectionnisme, même la boulimie, les TOC, peut être une forme de contrôle, une façon dont j'ai décidé dans un domaine de ma vie de contrôler et d'avoir avoir le contrôle sur une partie de ma vie. Merci Rebecca. On va peut-être revenir Il y aurait une des trois questions à propos de cette slide-là. Donc, si jamais à la fin, on peut le remettre hein, à la fin. Donc, vous voyez, c'est pas qu'une personne contrôle forcément tout le temps dans nos maisons. Je sais pas, chez vous, si vous n'êtes pas marié, vous pouvez peut-être réfléchir dans votre maison, dans votre famille d'origine, qui décidait quoi. Et là, on peut voir qui contrôlait un peu quel domaine. Voilà. Ce qui a été pour moi vraiment, peut-être dans les pistes de sortie, donc là j'ai fait une petite pause dans les pistes de sortie, j'ai une petite, parenthèse, donc je reviens, apprendre à faire confiance aux autres et c'est d'accepter un monde imparfait, à accepter que le monde peut être un autre monde que moi j'imagine ou j'exige ou j'ai tellement peur que le monde ressemble à autre chose. C'est pour ça que je contrôle et d'accepter que peut-être les choses peuvent être autrement, qu'on peut faire les choses autrement que comme moi j'ai décidé et que c'est OK et de accepter un monde imparfait. Encore une dernière piste de sortie sur cette liste-là, c'est d'être bien entouré par des personnes dans mon entourage qui vont m'encourager dans cette liste de mensonges que je crois sur moi. D'avoir des gens encourageants dans mon entourage qui
me donne un retour, un autre retour que cette boucle fermée que mes voix intérieures qui dit des mensonges, je me dis des mensonges à moi-même. Pour moi, un moment tournant dans ma vie était le moment où j'ai permis à Dieu de me dire comment lui, il me voit. Et c'était quand même un moment important de tournant dans ma vie parce que j'ai grandi pourtant dans une famille chrétienne depuis, je suis née entre deux pages de la Bible. J'ai entendu plein de choses sur Dieu depuis tout petite. Mais ce que j'ai réalisé à un moment donné dans ma vie, c'est que je croyais plein de mensonges à propos de Dieu. Et ça me bloquait vraiment dans ma capacité d'avancer, de cheminer. Pour t'aider, toi, peut-être aussi à faire un bout de chemin avec Dieu, je te pose la question suivante. Quand tu imagines que Dieu te regarde, imagine un petit instant que Dieu te regarde, peut-être même ferme les yeux pour cet exercice. Imagine que Dieu te regarde. Quelle est l'expression sur son visage quand il te regarde? Quelle expression a Dieu sur son visage? Alors là, je te demande un peu d'exercice mental, n'est-ce pas? Comment j'imagine qu'il me regarde? Avec quelle expression? Parce que ça va être clé. Continuez peut-être cet exercice plus tard, peut-être ce soir dans ton lit. Parce que ça va être clé pour qui est-ce que je crois que Dieu il est et qui est-ce que je crois moi je suis pour lui. Moi, pendant beaucoup d'années, j'ai cru que Dieu était déçu, que vraiment il était désolé que j'étais pas mieux que ça. Et c'est un mensonge qui, pendant très longtemps, m'a gardé dans un dysfonctionnement. Donc, il était déçu, donc il fallait que j'essaye mieux, que de faire mieux, et qu'il fallait que je m'active, il fallait que je fasse encore mieux. Donc, en fait, je n'étais pas aimée inconditionnellement. J'avais un Dieu qui était déçu et, ouais. Il y avait une autre expression aussi sur le visage de Dieu, c'est un peu, il était préoccupé par autre chose. Il avait 8 milliards d'autres personnes pour qui il devait prendre soin et que moi, j'avais pas, voilà, j'étais juste quantité négligeable, voilà, pour lui. Et que ce détail-là a une grande influence dans tout mon processus de guérison. Et ce que je vous invite aussi peut-être à faire un bout de chemin, c'est comment Dieu me voit. Et que là, peut-être, Rebecca, je te demande de mettre les slides, les mensonges, parce que j'ai donc les 4 mensonges avec 4 vérités. Les vérités que Dieu est en train de me dire à propos de moi-même. Donc, je dois être parfaite pour être aimée. Et Dieu me regarde dans les yeux et il te dit, je t'aime inconditionnellement. Est-ce que tu réalises que ton existence est un désir de Dieu? Tu existes parce qu'avant les fondements du monde, Dieu a rêvé ton existence. Et Dieu dit, Rebecca, il faut qu'elle existe. Sandrine, il faut qu'elle existe. Isabelle, je veux qu'elle existe. Et nous existons parce que nous sommes un désir de Dieu. Et Dieu me voit avec 100% de son attention. Donc, c'est un mensonge qu'il est déçu déjà parce que il a voulu que j'existe. Et je suis 100% au focus de son attention. Dieu n'est pas débordé par les 8 milliards d'autres personnes sur la Terre. Non, il est Dieu. Donc, je suis à 100% l'objet de son attention. 100%. Alors, chacune de nous ici ce soir, Dieu nous voit comme si on était seul sur cet écran. Il est vraiment, existe presque seul pour lui. Et ça, c'est hyper important. Parce que de savoir, j'ai cette grande place pour Dieu et que Dieu m'aime inconditionnellement et qu'il a désiré que j'existe. Sophonie 3,16, c'est mon verset préféré. Il dit, Dieu, il rayonne de bonheur à cause de moi.
à cause de toi. Et même certains textes qui disent Dieu danse de bonheur dans le ciel parce que j'existe. Ma simple existence est une source de bonheur pour Dieu. Je ne lève pas le petit doigt le matin, j'ai encore rien fait et je suis source de bonheur pour Dieu. Et ça avait un grand effet sur moi parce que de savoir que simplement par mon existence, je remplis le cœur de Dieu de joie. Du coup, voilà, je commençais à comprendre cet amour inconditionnel que pendant des années que je ne comprenais pas. Comme le disait et c'est comme si la pièce, elle n'était pas descendue en fait. La pièce de monnaie, les Suisses allemands disent, il y a une expression comme ça, la pièce, elle n'est pas tombée en fait. Mais voilà, j'ai commencé à comprendre. Et Dieu me dit, je suis le mensonge qui dit, je suis seule à devoir tout assumer, il le dit non, je suis toujours avec toi. En fait, non seulement Dieu, j'aime réduire un peu ces résumés à 2 points. Dieu, il dit, ta simple existence me donne du bonheur, je veux être que ton ami. Et une deuxième chose, Dieu, il dit, j'ai envie de collaborer avec toi. Toi, tu as une place unique à occuper sur cette terre. Le binôme que tu formes avec Dieu, personne d'autre sur cette planète pourrait faire ce que toi et Dieu ensemble vous faites. Donc, je suis seule à devoir tout assumer? Non, Dieu m'invite de dire, je collabore avec toi. Nous sommes toujours un binôme. Toujours, toujours. Alors, quand je dysfonctionne, quand je commence à contrôler, où est-ce que Dieu est dans le... Ça, c'est une bonne question de dire, là, il est où dans l'équation? Mais il n'y a jamais de condamnation avec Dieu. Jamais de condamnation. Toujours une invitation. Quand j'ai de la culpabilisation qui me tourne en boucle dans ma tête, c'est jamais Dieu qui culpabilise. Toujours, il invite et il me redonne une deuxième, troisième, millième, 10 000e chance. La culpabilisation que je sens, ça vient jamais de Dieu. Troisième, je n'arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur. Dieu me dit, tu peux tout, je peux tout car il me fortifie. Il est avec moi, en forme un binôme. Et quand je crois que je dois me protéger pour plus souffrir, Dieu me dit non, c'est lui qui sera mon abri, c'est lui qui sera là pour moi. Donc, je vois que 45 minutes s'est passé. J'avais dit à Rebecca que j'en ferais moi. Il faudrait encore du temps pour vous que vous puissiez discuter dans les groupes. J'espère pour vous que cette deuxième partie, vraiment c'est Dieu qui dit, tu es le plaisir de ma vie. Tu es la source de bonheur pour moi. Je te donne encore une chance. Je vais faire avec toi que ça soit vraiment une source d'inspiration pour vous. Et une capacité donc de surmonter ce mécanisme, ce dysfonctionnement et de trouver auprès de lui acceptation, accueil et guérison pour pouvoir surmonter. Est-ce que le contrôle, c'est culturel? Est-ce que c'est suisse? Ah, bonne question. Ça dépend peut-être les domaines. Hein. Pour tout ce qui est propreté, je suis sûre qu'on a vraiment le monopole dans Non, mais je crois qu'on est un peuple minutieux et consciencieux et qu'on veut bien faire, on aime le travail bien fait, on se sent responsable, je crois qu'il y a quand même quelque chose en Suisse, hein? On réalise qu'on a une responsabilité et on veut bien faire, on veut réussir, ça part d'une bonne intention, hein, le contrôle, c'est pas mauvais en soi, c'est le moyen que j'utilise et la technique que j'utilise pour arriver à ce but qui est mauvais. C'est donc d'avoir une influence coupée de l'amour, hein, si je reprends ma définition tout au début. L'amour qui sous-entend le respect de l'autre, le respect de sa liberté. Hein, c'est ça? Je continue. Est-ce que tout le monde est dans le contrôle? Non, je ne crois pas du tout. Il y a des personnes qui sont vraiment
en tout cas, je n'ai pas l'impression, mon mari, par exemple, pour prendre l'exemple de notre couple, j'ai pas l'impression qu'il contrôle. Donc, je dirais non. Bah, jusqu'à un certain degré. J'ai aussi eu un autre mari qui dit, bah, lui, il contrôle par le silence. Ou peut-être on pense que c'est elle qui porte la culotte, mais le fait qu'il est en retrait, ça peut être une façon diffuse de contrôler par son silence. Donc après, il y a toutes sortes de mécanismes hein, de contrôle plus ou moins clairs ou plus ou moins évidents. Oui. Donc, je ne crois pas que je vais rester beaucoup plus longtemps là sur cette question-là. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre contrôle et fort caractère? Ce que je suis en train de... Je ne change pas de caractère, mais je suis en train d'apprendre que de respecter l'avis de l'autre et de vraiment réaliser que l'autre a aussi raison et que mon idée n'est pas forcément la seule bonne idée ou bien voilà, ça m'aide beaucoup de juste réaliser que c'est pas parce que je suis très vif très vite et j'arrive très vite à des conclusions où je suis que forcément j'ai raison. Euh, donc, qu'est-ce que, alors dire, et fort caractère. Est-ce que, ce qui serait intéressant de poser comme question, est-ce qu'on peut avoir des gens de fort caractère qui ne contrôlent pas? Peut-être ça serait intéressant hein, de dire. Euh, et je crois que c'est possible. C'est possible d'avoir un fort caractère, mais d'être vraiment enclin à demander le partage ou l'avis de l'autre ou de respecter l'avis de celui en face de moi, d'être diplomate ou d'être en tout cas démocratique dans la discussion. Hein. Ça ne veut pas dire parce que j'ai un fort caractère que forcément je contrôle. Tout part de la motivation. Et ce que j'avais dit, c'est que ce qui est sous-jacente quand je contrôle, c'est que c'est de la peur qui anime mon contrôle. J'ai peur de ne pas réussir ou peur de ne pas être à la hauteur ou peur de ne pas être aimé. Et du coup, assez vite, je tombe dans le contrôle parce que ce qui alimente mon énergie, c'est la peur ou un mensonge que je crois. Alors, j'espère que ça répond à cette question-là. Super, ok, Shadia. Je trouve difficile de différencier organisation et contrôle. Comment faire la part des choses? Et c'est une excellente question et ça revient vraiment très souvent. Je dirais, notre fille vient donc accoucher, son fils il a 4 mois. Notre fille, peut-être si on prend responsabilité, c'est peut-être un meilleur mot. Pour le moment, notre fille et son mari ont 100% de responsabilité de leur enfant. Hein? Ce petit bébé, il est responsable peut-être de leur nuit blanche, oui, mais il n'a pas quelque chose à fournir dans l'organisation, autre que juste de prendre et d'accepter. Et à fur et à mesure que l'enfant grandit, bah, plus en plus, j'espère qu'ils sauront mieux que moi donner de plus en plus de responsabilités à fur et à mesure que l'enfant grandit. Donc, dans l'organisation va être partagée de plus en plus. Mais ce n'est pas facile et la limite se joue toujours, c'est toujours difficile de savoir est-ce que c'est juste que je suis responsable, je prends en main des choses parce que je suis dynamique et j'ai des bonnes idées et les autres ne font pas, ou est-ce que je suis en train de marcher sur leur plate-bande et de contrôler. Donc, c'est pas facile et c'est une bonne question et ça nous garde un peu sur le point des pieds, hein, parce que justement, c'est pas gagné d'avance. Vers qui se tourner? Art thérapie, centre d'écoute, aide pour aider les victimes. Oui, c'est vraiment des excellentes propositions. Et si vous habitez ou si vous vivez avec quelqu'un où c'est maladif, quelqu'un qui ne veut pas reconnaître et c'est vraiment, ça devient, à un moment donné, il y a certaines situations très complexes hein, où ça commence à partir carrément dans l'abus. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment avoir de l'aide. Hein. On ne peut pas juste bricoler ou trouver une solution. On a vraiment besoin d'aide. Surtout si vous dites, bah oui, je suis vraiment victime de quelqu'un qui a un monopole sur ma situation. Donc, oui. Art thérapie, c'est vrai, il y a plein vraiment de belles choses hein, qui existent dans le cadre de la relation avec les enfants. Ce n'est pas si évident.
d'identifier la frontière de l'éducation et du contrôle. Comment décrirez-vous cette limite? Et c'est une excellente question de nouveau. Et c'est suivant l'âge, n'est-ce pas? C'est fur et à mesure que les enfants grandissent, bah, on donne de plus en plus de responsabilités à l'enfant. Et ça dépend peut-être votre courage. J'ai entendu dernièrement une maman qui, par exemple, disait son fils de 12-13 ans a oublié bah, son sac d'école. Bah, c'était à l'enfant après, si la maman se déplaçait, la maman demandait à l'enfant de payer comme si c'était un taxi qui allait chercher bah, ou de payer en fait le trajet, par exemple. Donc, il y a toutes sortes de solutions très concrètes, en fait, où on peut prendre, faire l'enfant, prendre conscience à l'enfant que finalement, son acte ou son oubli a des conséquences. C'est mon temps cher, hein, j'ai dû laisser tomber une tâche pour aller lui chercher, amener son sac de gym, et ben, ce temps-là, il a un coût. Peut-être l'enfant peut travailler un peu pour gagner l'argent, pour me rembourser, je ne sais pas, donc, c'est des choses tout concrètes comme ça où on peut trouver des solutions à fur et à mesure que l'enfant grandit, de le rendre responsable de ses actes et de ne pas juste penser il est sans ressources, de dire non. Alors ça, c'est juste un exemple hein, que je donne, mais pour dire à fur et à mesure que l'enfant grandit, qu'il réalise qu'il est responsable de sa vie. Il peut prendre en charge, il peut prendre en main des décisions. Et j'étais très souvent dans la maman qui allait sauver son enfant et qui allait, et je crois aujourd'hui, je le ferais des choses autrement. Je donnerais plus de responsabilité à nos enfants, de dire non, non, tu es en âge de comprendre que si tu oublies ça, ben voilà, ça a une conséquence. Alors tu peux avoir une deuxième, troisième chance. Je ne suis pas en train de dire, voilà, à partir d'aujourd'hui. Mais si c'est quelque chose qui arrive régulièrement, de rendre l'enfant attentif que, voilà, il peut participer aux frais de son oubli. Ce que je pourrais peut-être juste dire pour terminer un peu, ce que j'avais envie de vous communiquer, c'est qu'il y a vraiment une invitation que Dieu nous fait d'être insouciante. Alors, on peut dire confiante, mais je choisis consciemment ce mot insouciante. Parce que si on est prompt à être dans le contrôle, l'insouciance, c'est un énorme défi. Et pourtant, j'ai l'impression que quand Dieu nous dit « Tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai tout mon plaisir », de redevenir fille ou de réaliser la confiance qu'un enfant ou une fille peut faire à son papa est vraiment, vraiment quelque chose à découvrir. Donc, si parmi vous, il y a des personnes qui se sentent vraiment touchées par ce mécanisme du contrôle, je vous invite de réfléchir à ce mot. C'est un peu mon mot d'ordre pour moi-même que Dieu m'a donné cette année, de dire, Liliane, j'ai envie cette année que tu découvres l'insouciance. Et l'insouciance, c'est une sorte d'état où alors, j'ai toute une année, hein, je suis tout au début, je suis contente, j'ai encore 11 mois à l'apprendre parce que c'est super difficile d'apprendre l'insouciance. Mais j'ai l'impression, il y a vraiment une invitation que Dieu nous fait parce qu'il dit, je veux que vous soyez comme des enfants. Alors, voilà, je vous laisse avec ce mot. Peut-être ça va être troublant ou peut-être je tombe à côté de la plaque pour certaines, mais en tout cas, il y a une invitation que Dieu fait qui dit, c'est possible d'être insouciante. Pourquoi? Parce que je suis là. C'est pas juste d'être négligente ou d'être irresponsable, mais l'insouciance est seulement possible si mon papa veille vraiment sur moi. Et si tu es vraiment coincé dans le contrôle, justement, d'apprendre et de dire oui à ça, c'est tout un chemin qui, j'espère pour toi, sera vraiment un chemin de guérison et de changement dans ta façon de fonctionner. Voilà. En tout cas, pour moi, je me réjouis de voir si j'arriverai. Je pourrais vous dire l'année prochaine si oui ou non j'ai réussi, mais en tout cas, ça semble presque impossible pour moi aujourd'hui, mais j'ai vraiment l'impression que Dieu me dit oui, fais confiance. C'est vraiment une invitation que je veux pour toi. Voilà.